BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes évidemment dans De quoi je me mêle. On se retrouve chaque week-end, vous le savez, à la fois sur YouTube, sur 01net.com et puis sur BFM Business le dimanche matin et sur la chaîne 01 TV sur les box. Au menu de ce De quoi je me mêle, eh bien tout à l'heure on reviendra sur cette annonce de Tim Cook. Alors il a dit sans le dire, mais l'Apple Car serait dans les tuyaux. On en parlera avec un vrai spécialiste de la tech, de l'économie et du véhicule électrique. Il s'agit d'Emmanuel Torregano, qui est journaliste et qui est fondateur d'Electron Libre. Et il nous donnera son analyse sur ce podcast, d'ailleurs très intéressant, que Tim Cook a donné il y a quelques jours. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de Quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM, nous rejoindre sur la page Facebook. Vous savez tout. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence donc par le club de la presse IT avec Nicolas Lelouch cette semaine. Salut Nicolas. Salut François. Et puis Raphaël Grabli qui nous fait l'amitié d'être là aussi. Bonjour Raphaël. Salut François. Journaliste à BFM Tech et Nico bien sûr à 01net.com. L'actu de cette semaine, et on va commencer par les casseroles de Facebook qui s'enchaînent. On commence à en avoir beaucoup, ça commence à faire beaucoup de bruit. Et la dernière en fait date de 2019 d'après ce que j'ai compris. C'était une espèce d'immense faille qui a permis à des pirates de pomper des millions et des millions de données personnelles d'abonnés Facebook. Nicolas, il faut revenir peut-être quand même à cette histoire et pourquoi elle ressort aujourd'hui en fait. Oui, on pourrait résumer cette faille à une sorte d'annuaire géant. On a mieux que les pages jaunes, on a Facebook, puisque vous avez 530 millions comptes Facebook dans la nature. C'est génial en fait. Oui, c'est assez fou. Déjà, on rassure tout le monde là-dessus, c'est pas un piratage avec compte mot de passe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à vos messages, on ne peut pas accéder à tout ça. Par contre, on a une sorte de tableur Excel géant avec plein de coordonnées dans lequel on trouve le nom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone, le statut marital, donc plein de choses qui sont généralement confidentielles. Et tout ça, c'est dû en fait à une vulnérabilité qu'avait Facebook à l'époque, qui était, vous savez, cette fonction d'annuaire inversé. Oui. En l'occurrence, vous tapiez un numéro de téléphone dans le moteur de recherche Facebook ou dans Messenger et vous trouviez la personne à qui il appartenait. À l'époque, c'était quelque chose qui était vu plutôt cool, les gens aimaient bien, et on ne sait pas trop pourquoi Facebook, du jour au lendemain, s'est décidé à suspendre cette fonction. Oui, parce qu'en plus, il fallait être ami avec la personne pour avoir le numéro de téléphone, je pense. Même pas. Non, c'était pour tout le monde. On rentrait un numéro de téléphone dans Messenger et on avait le nom qui apparaissait. Moi, pour tout vous dire, en tant que journaliste, j'utilisais cette fonction quand quelqu'un, que je ne connaissais pas le numéro, et 3/4 du temps, j'avais la personne. Donc, je trouvais ça génial. Mais le problème de tout ça, toutes ces anciennes fiancées, notamment. Exactement. Non, mais et il y en a seulement 10% dans le fichier. Il y a 10%, il y a quelques-unes qui sont des 530 millions. Ouais. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Et, oui, d'ailleurs, sur les 530 millions, il y a 20 millions de Français, ce qui fait c'est la moitié des utilisateurs de Facebook en France quand même. Donc c'est énorme, la France est un des pays les plus concernés. Donc pour revenir à cette fonction, Facebook, à peu près au même moment que les scandales Cambridge Analytica, avait dit qu'ils allaient la retirer, que l'annuaire inversé allait disparaître. Le problème, c'est que des fouineurs avaient déjà justement exploité cette vulnérabilité pour créer justement ce fichier géant et en revenant sur beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette faille immense, avec 530 millions de comptes Facebook dans la nature. Bon, Raphaël. Alors en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a deux failles. Il y a cette faille dont tu viens de parler, d'annuaire inversé. Alors en théorie, Facebook a des outils pour détecter les bots, parce qu'en fait, il y a des petits malins en marketing ou pour de l'arnaque qui font ce qu'on appelle du scrapping. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent un petit logiciel qui va tester tous les numéros de téléphone du monde. C'est par force brute, ils vont tester tous les numéros de téléphone qu'on peut imaginer. Forcément, dès qu'il y a un numéro de téléphone qui est associé à un compte Facebook, va le dire il y a un compte associé. Le petit bot l'enregistre et on crée comme ça. Donc on teste mécaniquement, si par exemple pour la France, je teste 06, 000, etc. Et puis je teste toutes les combinaisons possibles. Alors en principe, Facebook a des outils pour empêcher ça. Apparemment, ces outils n'ont pas forcément fonctionné. Mais il y a autre chose. Et ça ils l'ont dit d'ailleurs dans un post, dans une publication sur le blog, et ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, cette collecte date de 2019. Or, la fonction d'annuaire inversé a été supprimée en 2018. Donc, il y a un problème. Et en fait, ce qu'explique Facebook, c'est que c'est une manipulation liée à l'outil pour importer son carnet d'adresses, son répertoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand je crée un compte Facebook,
je scanne, souvent on a la petite notif, est-ce que Facebook peut accéder à son carnet d'adresses, à son répertoire ? Je dis oui, Facebook scanne mon numéro, il fait exactement la même opération, il regarde s'il y a des utilisateurs associés pour me suggérer mes premiers amis en fait. Et ce que dit Facebook, c'est qu'en fait, il y a, et alors effectivement, normalement, c'est limité. Pareil, pour pas qu'on puisse créer, en fait, pour pas qu'on puisse créer un répertoire avec tous les numéros du monde et du coup collecter tout. Et le problème, c'est que, a priori, ceux qui ont collecté ça ont réussi à contourner la sécurité de Facebook qui empêche cette collecte massive en se faisant passer pour une application Facebook. Et là, c'est hyper important parce que Facebook dit ce n'est pas une faille de sécurité, ce n'est pas un piratage. Et c'est faux. Ils mentent en fait, parce qu'en fait, si là il y a une faille de sécurité, alors oui, ils ont raison, les numéros de téléphone ne sont pas des données qui viennent de Facebook, puisque c'est l'inverse en fait. J'ai testé les numéros et Facebook m'a dit s'il y avait quelqu'un. Donc techniquement, on n'a pas aspiré des numéros de téléphone, mais en fait, on a demandé à 530 millions de reprises à Facebook, j'ai ce numéro, dis-moi si ça correspond à quelqu'un. Et pour faire ça, il y a une faille de sécurité qui a été exploitée. Et donc Facebook joue sur les mots. Bien sûr. Et ils essaient un peu de nous enfumer. Voilà. Et à mon avis, ça peut leur faire très mal. Ce qui est rigolo, c'est que même le compte de Mark Zuckerberg, visiblement, se retrouvait dans le compte de Mark Zuckerberg. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, on a pu avoir son numéro de téléphone personnel. Et qu'il a un compte Signal. On s'est rendu compte qu'il avait un compte Signal qui est le concurrent justement de WhatsApp. J'espère qu'il a désactivé parce qu'autrement, il doit avoir 2-3 appels en ce moment. J'espère pour lui. Et pour avoir, alors à titre en tant que journaliste, j'ai quand même récupéré les bases samedi soir. Moi, j'ai trouvé des noms de membres du gouvernement. Bien sûr. Les numéros de téléphone. Sur 20 millions d'abonnés Facebook, il y a forcément des gens connus, des gens influents. Mais donc, voilà, Facebook, la position, ils vont essayer de jouer sur les mots en disant ce n'est pas un piratage, en fait c'est du scrapping, voilà, et les numéros ne viennent pas de chez nous, par contre il y a vraiment une faille de sécurité. Et puis aussi peut-être ce manque de délicatesse pas d'excuses. Voilà, pas d'excuses. On n'excuse pas, et deux, on n'informe pas. À aucun moment il y a eu une information en disant écoutez, voilà, vous avez été visé par une attaque, etc. Mais parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est une attaque, parce que de toute façon, s'ils disent que c'est une attaque, alors là c'est fini pour eux. Je veux dire, ils n'ont pas informé. Tu crois ? Je suis même pas sûr. Non, mais c'est fini. Je veux dire, non, mais ils vont se faire bien sûr. Mais non, quand je dis c'est fini, évidemment que c'est pas fini, mais ils vont se faire exploser par la CNIL. Ils vont se prendre une amende, mais monumentale. Donc ils ne peuvent pas. Leur position, ils sont condamnés à la garder. Et je trouve, enfin à mes yeux, c'est un mensonge. On enchaîne avec un deuxième sujet. Les cours à distance ont repris. Voilà, on rentre dans une période de quelques semaines de confinement où les enfants, avant de partir en vacances, se sont retrouvés cette semaine à l'école, à la maison, avec tout le bonheur que ça représente pour les parents. Mais ça, c'est un autre sujet. Cela dit, l'autre problème, Raphaël, et c'est un thème que tu connais bien parce que tu l'as beaucoup traité sur BFM TV, c'est les problèmes techniques qu'il y a eu et qui, visiblement, se sont poursuivis. Voilà, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a encore des problèmes. Les cours à distance qui ne fonctionnent pas. Alors, pas partout, mais il y a eu des bugs. Pas partout, oui, à pas mal d'endroits quand même. En fait, il y a deux grands types de plateformes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les ENT, les espaces numériques de travail. C'est un peu la partie administrative qui permet de faire l'interface. C'est pas comme un Dropbox, mais c'est un endroit où le prof peut mettre à disposition des fichiers, etc., un cahier de texte, l'agenda, pour les élèves. Ça a planté. Ça dépend des régions. Et ça, c'est clairement un sous-dimensionnement des serveurs. Les serveurs ont planté parce que tout le monde s'est connecté à 8h30 mardi matin, parce que lundi, c'était férié. Et puis, ça a planté. Le CNED, là, par contre, c'est national. Alors, pour les régions, il y en a qui ont mieux fonctionné que d'autres quand même. Mais par exemple, en Île-de-France, on est arrivé sur le NT d'Île-de-France, on avait une file d'attente numérique, tout simplement. Et après, il y a le CNED, là c'est au niveau national, ça dépend du ministère de l'Éducation nationale. Ça a complètement planté aussi. Mais là, Blanquer, comme ça dépend, Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, a expliqué que ça venait de cyberattaques. Alors au début, il a dit cyberattaques venant de l'étranger. En fait, c'est complètement faux, a priori. D'après les sources qu'on a pu avoir, il y a eu aussi d'autres confrères, consoeurs qui ont publié. A priori, il n'y a aucune trace d'attaque massive venant de l'étranger. Donc, a priori, ce n'est pas des Russes, des Nord-Coréens qui ont essayé de s'en prendre à nos amis de CM2, aux petits-enfants de CM2. Donc, non, ce n'est pas ça. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Voilà, ils ont sûrement d'autres choses à faire. Mais alors, c'est qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Alors après, le CNED a dit oui, il y a des dizaines et des dizaines de cyberattaques, mais des dizaines et des dizaines de cyberattaques, surtout en DDoS, c'est-à-dire avec du
du déni de service, ça peut aussi être des élèves. Aujourd'hui, on a des outils Bien pour sûr. quelques euros, on fait une attaque DDoS. Mais moi, je suis Donc- sûr que c'est ça. Non, mais c'est ça. Bien Donc, sûr. si ça se trouve, on va se retrouver. Alors, il y a quand même une enquête qui a été ouverte, il y a l'ANSSI qui est sur le coup, mais enfin, si ça se trouve, on va se retrouver avec. On En va fait, accoucher d'une souris, je suis c'est des sûr. petits malins Voilà, qui, des petits malins. qui ont fait cracher le CNET, Voilà, tout qui sont simplement. allés sur, je sais Et- pas, des sites et qui ont acheté des trucs. Et donc, pour, ils des vont se faire ridiculiser. Et alors, Blanquer, en plus, est accusé OVH. En citant disant. l'incendie de Strasbourg. En citant l'incendie de Strasbourg, mais là comme là si OVH était. Oh là Alors en là. plus, les ENT, bon, il y en a qui sont chez OVH, mais il y en a plein qui ne sont pas chez OVH. Le CNET, c'est pas chez OVH du tout, d'ailleurs. D'après ce que je vois, c'est à peu près. C'est en partie d'ailleurs chez Amazon, chez AWS. Et je pense que OVH comme AWS, ils ont quand même des systèmes anti-DDoS qui sont assez performants. J'imagine. Euh, D'ailleurs, Michel Paulin, le patron d'OVH, est monté au credo en disant écoutez, Ah non, oui, c'est normal. Il s'est fait attaquer assez sûr. violemment, donc il a on répondu. conteste évidemment Bien sûr, toutes bien les sûr. informations Donc qui ont été après, données est-ce par qu'il y le a pas Premier eu ministre. aussi des problèmes chez OVH? C'est possible, mais clairement, attaquer comme ça OVH, c'est quand même un peu n'importe quoi. Donc, en fait, la question, c'est pourquoi est-ce que Jean-Michel Blanquer a communiqué de cette façon-là, de façon étonnante? Et puis, il faut quand même revenir sur un truc, c'est que tout ça, pour 3 jours d'école à la maison, c'est ça qui est fou, parce C'est ça que qui est dingue. lundi, c'était Ouais. férié. Bon, le mercredi, c'est un peu à moitié, on va dire. Oui, c'est Donc, vrai. pour Il reste mardi, jeudi, vendredi. Vendredi, Et après, c'est la les semaine vacances. prochaine, c'est les vacances pendant 2 Donc, tout ça Ouais. pour 3 jours, une polémique pour 3 jours d'école à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette semaine-là n'a pas été la plus efficiente en termes d'éducation. Je ne sais pas ce que vous en Il y a pensez. dû y avoir quelques difficultés, en effet, pour ceux qui passaient par les plateformes Mais de toute officielles. façon, moi j'ai des profs beaucoup de profs m'ont contacté du coup sur Twitter comme ils ont vu que j'en Ils parlais sont au sur bord de la BFM. piscine. Ah oui, non, Non, mais plaisant, alors eux par contre les plaisant. profs, ils sont pragmatiques, ils m'ont dit bah du coup on est sur WhatsApp, sur Discord et sur Zoom. Voilà. Évidemment. Mais oui, d'autres outils, il faut Qui marchent, s'adapter. qui fonctionnent. Cela dit, il y en a combien de pourcentage qui s'adaptent? C'est ça le souci. Est-ce que En c'est la général, grande ils sont majorité On le majorité, souhaite, on le je sais pas, mais enfin bon, ils ont quand même du bon sens et ils sont pragmatiques. Nico, tu veux rajouter un truc là-dessus ou on a fait le Non, tour? je trouve que ce que dit Raphaël est intéressant sur la fin parce que il y a eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de profs qui disent qu'ils avaient un petit peu anticipé ça et qu'ils ont fini sur des solutions américaines. Et je trouve que à vouloir toujours le patriotisme numérique, comme l'appellent certains membres du gouvernement, parfois on fait l'erreur de sous-dimensionner justement ce dont on a réellement besoin et on se retrouve avec des solutions qui ne fonctionnent pas et c'est assez navrant. On peut bien faire avec un système français, mais il ne faut pas le sous-estimer. Et puis, c'était prévisible qu'il allait avoir des millions de connexions. J'ai l'impression qu'on invente la souveraineté du bug. Oui, non, mais c'est le bug français. Non, mais c'est ça. Mais ceci dit, et alors c'est triste, hein. Et ceci dit, n'importe quelle plateforme, comme je disais, le CNED, ils sont en partie chez Amazon. Donc c'est pas, en fait, le problème c'est pas la nationalité, c'est plus arriver à 1 million à se connecter en même temps. Aucun serveur ne peut tenir la charge. Donc soit on prévoit vachement en amont en redimensionnant l'offre, mais il y a un truc qu'on peut faire et qui est gratuit, c'est de dire aux gens ne vous connectez pas tous à 8h30. Non, mais d'accord, mais je veux bien heures, tout ça, mais il y a des gens, des experts, il y a des dizaines de milliers de fonctionnaires qui sont là-dedans et qui auraient pu anticiper ce truc-là. Mais la question, elle est aussi, elle est sûrement économique. Macron a annoncé le confinement une semaine avant, donc ils avaient quand même du temps pour se mettre en place. C'est pas comme si les cours à la maison étaient quelque chose de nouveau depuis un an. Puis moi, les hébergeurs que j'ai contactés, ils m'ont quand même dit, bon, alors ils se défendent évidemment, ils m'ont quand même dit, ça fait 2 mois qu'on dit aux régions, aux départements, faites gaffe s'il y a encore l'école à la maison. Il faut qu'on en discute pour prévoir une offre solide. Mais après, la question, c'est, comme je disais, c'est 3 jours. Combien est-ce qu'on va investir des millions pour 3 jours? C'est ça la question. Cela dit, on n'est plus à quelques millions près, je crois, aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'on vit une période aussi où il faut s'adapter et j'aimerais pas être à la place du gouvernement avec tout ce qui se passe et tous les problèmes qu'il y a dans tous les sens, ça ne doit pas être ils sont pas aidés par la communication aussi. En plus. Et surtout par les conseillers qui disent un peu n'importe quoi aux porte-paroles qui, eux, s'expriment. Tim Cook, il parle rarement. Tim Cook, ses interviews sont très très rares et eh bien il y a quelques jours il a donné une interview en podcast, un podcast qu'on peut retrouver sur le New York Times, très intéressant. Parce que souvent c'est un peu de la langue de bois, ça tourne autour du pot, on n'apprend pas grand-chose. Là, on apprend pas mal de trucs. Nico, tu commences et après on donnera la parole à Raphaël. Yes, donc oui, c'est une interview de Tim Cook au New York Times qui est pour le coup pas sur un sujet précis. D'habitude, Tim Cook aime parler sur un sujet précis. Il y a une actualité, il donne une interview à un média où il revient justement là-dessus en détail. Là, on a pu explorer plein de choses avec lui, donc ça a été assez intéressant parce que ça a été politique. On a notamment parlé de Donald Trump, de Joe Biden, de ce que ça signifie pour Apple, de l'ancien combat d'Apple contre le FBI il y a quelques années.
On a aussi parlé de Facebook en disant que les nouvelles mesures, vous savez, qui vont permettre d'empêcher le tracking d'une application à une autre avec iOS 14.5, eh bien Facebook n'est pas particulièrement visé parce que Facebook n'est pas un concurrent pour Apple. C'était un petit acte parce que Zuckerberg disait qu'Apple était son principal concurrent aujourd'hui. Mais c'est là qu'on a été le plus intéressé. On a parlé de futurs produits, ce qui est assez rare chez Apple. Évidemment, vous vous doutez bien que quand on demande à Tim Cook quand est-ce que les lunettes arrivent, 13, il sera exactement, rouge. il vous dit pas bon dans 2 mois, est-ce que vous voulez les voir. Enfin, Non, ça, c'est pas bon. Ça va pas là-dessus. Ouais, Mais en alors, revanche, il est proche de la retraite s'il dit ça. exactement. D'ailleurs, on en parlera de ça Oui. dans quelques minutes. Oui. Mais on lui a posé la question. Il y a des rumeurs comme quoi des lunettes vont arriver. Est-ce que c'est en juin? Est-ce que c'est le cas? Il a dit qu'il ne parlait pas de futurs produits qui pourraient ou ne pas être annoncés. Jusque-là, réponse classique. Mais que selon lui, cette conversation qu'il avait avec la journaliste Kara Swisher du New York Times aurait été beaucoup plus intéressante si elle était enrichie d'images, de graphiques qui pouvaient apparaître justement pendant la discussion. Donc là, on a peut-être la première illustration de à quoi vont servir les Apple Glasses, ou peu importe comment Apple décidera de les nommer. Ça serait donc des appels téléphoniques qui vous permettront d'avoir des images dans votre vision et qui vous permettront du coup de voir justement une conversation enrichie. Comment ça marche? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faudra utiliser son iPhone ou un autre appareil pour envoyer justement des images à son correspondant? Oui, ou On est-ce n'en que sait ce sera rien. une paire de lunettes autonomes, finalement, avec tout à l'intérieur? A priori, c'est ce que les rumeurs disent. Ça sera tout à l'intérieur. Mais comment on fait pour choisir des graphiques? Je ne pense pas qu'on puisse le contrôler à la pensée. Donc c'est assez étonnant cet exemple-là, mais ça reste intéressant. Avec Siri, peut-être? Enfin, Peut-être. on ne sait pas. L'autre exemple, l'autre produit dont on a parlé, c'est l'Apple Car. Vous savez, Apple a déjà reconnu qu'il développait un logiciel de conduite autonome. Pour le coup, il s'en cache pas parce que de toute façon, les voitures circulent dans la Silicon Valley. Mais on lui a demandé à Tim Cook, mais finalement, est-ce que c'est cohérent pour Apple de sortir juste un logiciel alors que vous êtes le maître de l'intégration hardware et software? Et Tim Cook, voilà, là-dessus, il a été assez clair. Il a dit non, c'est vrai qu'on a toujours aimé tout intégrer ensemble. Donc on verra, il y a plein de projets qui peuvent être abandonnés au fur et à mesure. Donc sans confirmer l'Apple Car, il laisse entendre que Apple ne va pas juste faire un logiciel, mais aussi une voiture. Et enfin, dernière info, on lui a demandé qu'est-ce qu'il fera chez Apple dans 10 ans. Il a dit qu'il pense que dans 10 ans, il ne sera plus là. Donc il y aura certainement un successeur dans la décennie 2020. C'est rare, hein, ces prises de parole de Tim Ouais. Cook, Raphaël. C'est rare. Après, moi, je me demande dans quelle mesure il veut un peu s'amuser aussi avec les rumeurs. C'est possible. Parce que, non, mais c'est vrai, il a répondu, c'est à la fois précis et un peu évasif. C'est vrai qu'il sait très bien répondre et sans répondre, mais enfin, c'est son métier aussi. Son métier. Et, Je pense qu'il faut un diplôme pour ça. Hein? faut être très bon. Ouais, Quelques heures de formation, je pense. Et alors, les patrons et les RP américains sont très, très, très forts. Excellent là-dedans, ouais. Parce que c'est vrai que l'usage dont il parle sur les lunettes en réalité augmentée, on a du mal à l'imaginer. Je veux dire, Apple, c'est quand même du produit pour tout le monde. Je veux dire, enfin, évidemment, c'est cher, mais je veux dire, dans l'usage, c'est censé à chaque fois répondre à un besoin pour le plus grand nombre. Que ce soit l'iPhone, l'Apple Watch, le MacBook, les AirPods. Apple ne fait quasiment pas de produits de niche. Et Apple ne fait pas de produits B2B non plus. Et donc, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment... Alors, c'est un usage qu'on n'a pas du tout anticipé, mais avec ce type d'usage, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça peut fonctionner. Et pour Apple, sortir des lunettes connectées ou en réalité augmentée, enfin, ça dépend ce que c'est, mais c'est quand même le risque de faire un flop, parce que là, ce sera un usage très différent. Raphaël, Est-ce qu'Apple prendrait le risque de faire un flop ? On parlera tout à l'heure avec Emmanuel Torregano de l'Apple Car, donc on ne va pas trop revenir là-dessus, mais je sais que tu as toujours été un petit peu dubitatif concernant cette annonce. Hein, sur l'Apple Car ? Ouais, on en a longuement parlé. Malgré tout, il y a des petits bouts d'infos quand même là. Enfin, je veux dire, il y a un projet en tout cas. Ça, c'est évident qu'il y a quelque chose qui se prépare. Non, mais moi, j'essaie on va dire, de raisonner de façon un peu économique. Apple, comme tous les acteurs du numérique, savent que dans quelques années, sûrement qu'avec les voitures autonomes, si ça avance, on aura du temps de libre dans les voitures, et donc du temps qu'il faudra occuper. Et oui, Apple a envie d'occuper notre temps si un jour on se retrouve dans une voiture autonome. Donc là, c'est normal qu'ils développent des interfaces. Moi, la question, c'est développer une voiture. Quand on voit les marges d'Apple dans les différents produits qui sont des marges entre 30 et 40% sur des produits qui se vendent à des millions et des millions d'exemplaires,
pourquoi est-ce qu'Apple va risquer d'aller vers un produit où les marges sont de 5-6% avec des investissements colossaux dans un métier qui n'est pas le sien. Une industrie totalement nouvelle Une pour industrie Apple. qui n'a rien à voir avec ce que fait Apple. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, les images qu'on voit, ça peut faire rêver. Mais même si les ballons... C'est du fake. Oui, si vous êtes avec nous à la télé, c'est vrai qu'on vous montre des images complètement surréalistes d'Apple Car. Avec une voiture avec des ballons de foot à la place des pneus. Mais franchement, moi, je maintiens que je n'y crois pas une seconde. Voilà. Je pense par contre qu'Apple cherche à occuper le temps libre dans la voiture. Ça, c'est une évidence. Et le temps libre dans la voiture, d'ailleurs, ça commence par aussi l'audio avec les podcasts. Évidemment, on peut penser à Apple TV+, parce que évidemment qu'on va regarder des séries. Évidemment que Apple Car, c'est très important. C'est une interface qui est menée à avoir un rôle de plus en plus important. C'est censé être la continuité. Mais qu'Apple, demain, développe un moteur de voiture, moi, j'y crois pas. Deuxième partie de quoi je me mêle, qui sera dédiée à ça. On parlera de l'Apple Car, mais aussi de Tesla. Ce sera avec Emmanuel Torregano. Juste un mot sur les autres actus de cette semaine. On va parler du grand salon dédié aux jeux vidéo. C'est l'E3, vous le savez, qui se déroule chaque année aux US en juin en général. Cette année, il va se tenir, Nicolas, mais dans une forme qu'on peut attendre et dont on sait qu'elle sera pas forcément physique. Ça sera virtuel, en effet. Déjà, c'est quand même une bonne nouvelle parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu de 3. C'est-à-dire que le 3 avait été décalé virtuellement et finalement, les constructeurs n'étaient pas intéressés, c'était compliqué. Donc, Puis rappelons que c'était en pleine pandémie américaine où c'était compliqué cette période. Les US étaient à l'arrêt total, donc c'était presque indécent de faire le 3. En fait. D'autant plus que le 3 est quand même boudé. Vous savez que Sony n'y va plus depuis quelques temps, que Nintendo a ses propres événements. Du coup, ça commençait à être un petit peu compliqué. L'année dernière, ça avait complètement sauté. Là, cette année, bonne nouvelle, ça revient. Et en plus, il y a de gros soutiens. C'est pas juste une annonce de l'ESA, qui est l'association qui gère le 3, qui dit on fait. Et ça sera du 12 au 15 juin, déjà précision importante. Et ce qu'on sait, c'est que Nintendo, Microsoft, Ubisoft, Capcom, Warner, Konami feront partie des marques présentes et qui vont faire des conférences pendant le 3. Donc, à part Sony, à peu près tout le monde. EA aussi qui n'est pas là pour l'instant. Mais ça laisse entendre qu'on va avoir un vrai E3. Après, on peut quand même se demander quelle sera leur implication parce que vous savez, à l'E3, chaque constructeur, chaque éditeur a sa propre conférence. Donc en fait, s'il n'y a pas d'événement physique, ils servent à quoi? C'est tout le monde va sortir un truc en 3 jours, mais en réalité... C'est un branding. Ça va être un défilé de vidéos de présentation. Oui, mais finalement, quand on est internaute et qu'on s'intéresse à ça, en général, ça reste un gros événement. C'est ce qu'on ressort. Moi, quand je veux voir les nouveaux jeux vidéo à l'E3, c'est sympa de voir l'ambiance, etc. Enfin, ce qu'on regarde au final, on va sur YouTube et on regarde les bandes annonces. Vous êtes déjà allé à l'E3 ou pas? Moi, pour ma part, jamais. Moi, je l'ai fait une fois, mais l'ambiance qu'il y a. Ça doit être exceptionnel. C'est un truc. Ça doit être sympa. Mais c'est vrai c'est la Paris Games Week, mais x100. Non, mais ça doit être très sympa. C'est vraiment impressionnant. Et puis les moyens qui sont mis en œuvre par à la fois les éditeurs, les constructeurs de consoles, etc. Non, mais on rentre dans le monde des jeux. Enfin, je veux dire, les images, moi, ça me fait rêver. Ça a l'air super sympa. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un salon qui va bien en version virtuelle, c'est quand même le 3 parce que c'est quand même avant tout une suite de bandes annonces. Ça c'est clair. Et toute la question qu'on peut se poser, c'est comment les démos vont être proposées aux médias, aux journalistes, aux testeurs. Il y avait une rumeur il y a quelques mois comme quoi l'E3 voulait proposer des démos au grand public pour la première fois. Donc ça serait que pendant les 3 jours, donc du 12 au 15 juin, c'est possible que sur le PlayStation Store, sur le Xbox Store, vous puissiez télécharger les jeux pendant 3 jours pour les essayer. Donc ça serait une grande première et pour le coup tout le monde serait gagnant. Donc à voir s'ils arrivent à concrétiser ça. Voilà, donc le 3, et espérons qu'on puisse avoir des informations concernant la nouvelle Switch. Ça serait cool. Peut-être après tout, ça serait un bon endroit, mais c'est vrai que Nintendo aime bien jouer solo. Donc est-ce qu'ils vont faire ça On verra bien. Autre actu, c'est du côté de chez Google, Nicolas. Le Pixel 6, évidemment, ne va pas arriver tout de suite. Il sera sans doute annoncé après la rentrée, en octobre, comme chaque année. Oui. Ce Pixel 6 qui aurait une particularité, visiblement, c'est les rumeurs qui traînent en ce moment sur le web. Particularité assez étonnante, puisque Google, qui est tout sauf un roi du smartphone aujourd'hui, ça reste des faibles parts de marché, aurait décidé d'abandonner les processeurs Qualcomm pour ses propres processeurs. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a Apple qui fait ça, qui est devenu un expert en processeurs, Huawei, qui a toujours eu aussi son unité distincte, et Samsung, qui souffre avec les Exynos, mais qui quand même, malgré tout, a ses propres puces. Sauf aux US. Exactement, qui ne l'utilisent pas partout quand même.
Donc c'est la preuve que c'est pas non plus idéal d'avoir son propre processeur. Et là, a priori, Google aurait décidé de développer son propre système. Faut pas s'attendre non plus à une révolution parce qu'au niveau de l'architecture, ils récupéraient en fait des cœurs ARM purs. Donc ça voudrait dire que les performances seront similaires à ce qu'on a sur du Snapdragon et qu'il n'y aura pas de vraie différence ou de vraie rupture. Et ce qu'on peut aussi imaginer, quand on voit le Pixel 5, vous savez, qui a abandonné un processeur haut de gamme pour justement le 765 milieu de gamme, c'est que Google ne va pas tenter de battre des records de puissance comme Huawei, Qualcomm et Apple, et va se contenter justement d'une puce optimisée à ses besoins, à savoir la photo, des performances milieu de gamme, l'autonomie, ce qui est un point fort du Pixel 5. Donc à voir ce que ça va donner, mais ça reste très intéressant de voir un géant comme Google se lancer sur ce marché, et ça laisse profiler quand même un avenir assez intéressant pour les puces ARM. On sait que tout le monde veut avoir ses propres processeurs, et que pour Intel, c'est compliqué. Ouais, je suis très curieux de voir ça. Alors, tu dis qu'il n'y aura pas forcément de grosses surprises, mais enfin, finalement, les puces Apple, c'est de l'ARM aussi. Oui, mais les cœurs sont développés par Apple. Ah oui, les cœurs sont développés par Apple, oui, c'est vrai. Mais là, ce ne serait pas le cas pour Google. Ce qui a l'air d'être dur, c'est qu'ils vont utiliser le dernier gros cœur d'ARM, qui est le Core X1, aussi celui qu'on a d'ailleurs dans le dernier Exynos, parce que Samsung a fait le même choix, à savoir abandonner ses cœurs personnalisés et prendre des cœurs purs. Donc, on peut quand même imaginer que Google ne soit pas en très grosse rupture dans la première année. Mais en tout cas, voir Google qui fait Android derrière et qui, voilà, c'est l'intégration un peu plus. Alors, on n'est pas encore au niveau d'Apple, mais moi, déjà, j'adore les Pixel. Je trouve que c'est les meilleurs smartphones Android, sincèrement. Et de voir qu'ils intègrent encore un peu plus, moi, ça me plaît. Alors, j'espère qu'ils vont enfin gagner des parts de marché. En fait, apprendre à les fabriquer, apprendre à les vendre, surtout. Et ça pourrait être vraiment très intéressant, je trouve. On est d'accord. Eh bien, très bien. Voilà l'actu de la semaine, commentée avec brio par Nicolas Lelouch de la rédaction de 01net.com. Merci, Nicolas. De rien, avec plaisir. Et merci à Raphaël Grappi. Avec plaisir. BFM Tech. Je vous rappelle aussi que si vous êtes un fan d'actu tech, j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs dans Tech & Co, sur BFM Business de 20h à 22h en direct. Quasi 2 heures donc d'ActuTech avec Nicolas qui est de temps en temps aussi avec moi et puis Raphaël Grappi bien entendu. Vous restez avec nous. L'Apple Car donc, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? On va en parler avec un spécialiste, Emmanuel Torregano, qui creuse le sujet pour nous. C'est dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.